La date du 4 janvier 1959 a été retenue dans l'histoire de notre pays comme date à laquelle les Congolais doivent commémorer, célébrer les martyrs de l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il faut garder comme souvenir de cette date? Je voudrais d'abord commencer par dire que le 4 janvier 1959, c'est un dimanche. C'est un dimanche et aujourd'hui nous sommes mardi. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu des morts à Kinshasa et après Kinshasa, appelé à l'époque Léopoldville, après Kinshasa, c'était dans les autres villes du pays, à Elisabethville, à Kostermanville, à Coquillatville, il y a eu des morts. Qu'est-ce qui s'était passé? Le 28 décembre 1958, Patrice Emery Lumumba, président du parti politique MLC, avait organisé un meeting populaire à son retour d'une conférence panafricaine d'Accra. Lors de ce meeting, Patrice Emery Lumumba avait déclaré aux militants du MLC que l'indépendance n'était pas un cadeau de la Belgique et la métropole, mais un droit fondamental du peuple congolais. Cette phrase qui est restée très célèbre de Lumumba avait suscité beaucoup de manifestations et nous étions à cette époque, le pays était à pleine période de la colonisation, je dirais même à pleine période de la décolonisation, parce que certains pays africains étaient déjà indépendants et d'autres étaient dans la fièvre de l'indépendance. Et les Africains en général et les Congolais en particulier avaient découvert que la colonisation que les Belges pratiquaient au Congo était finalement un régime d'écrasement. Et les Congolais qui aspiraient déjà à une liberté, mais ne voyaient pas encore comment on pouvait obtenir cette liberté parce que c'était l'impérialisme. Tout le monde avait peur du colonisateur. Mais lorsque Lumumba est allé participer à la conférence d'Accra au Ghana, il est revenu avec cette réalité-là, comme quoi que les Belges ne nous trompent pas en disant qu'ils allaient nous donner l'indépendance comme un cadeau. En fait, qu'est-ce qui avait poussé les Belges à faire cette déclaration? C'était après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la métropole, la Belgique, avait demandé aux Congolais, aux militaires congolais, de participer à la guerre, ce qu'on appelle communément l'effort de guerre. Les militaires congolais de la force publique ont participé à la guerre, à la Première Guerre mondiale et ensuite à la Deuxième Guerre mondiale. Et les Belges, sachant que cette guerre n'était pas une guerre qui concernait les Congolais, ils avaient dit, bon, vous venez nous aider. Nous savons que ce n'est pas votre guerre. C'est une guerre des Européens. Vous allez nous aider, vous les Congolais. Et après la guerre, nous allons vous dédommager et nous allons vous récompenser. Et cette récompense, c'était, entre autres, nous allons vous donner la liberté, c'est-à-dire l'indépendance. Et les Congolais attendaient cette indépendance. Vous imaginez, nous sommes en 1959 et c'est depuis 1945 que la Deuxième Guerre mondiale était terminée. Alors on attendait cette récompense qui malheureusement n'arrivait toujours pas. Et alors le Congolais était déjà mécontent de ces mensonges des Belges. Et il suffisait d'un petit rien pour que les Congolais finalement demandent aux Belges de partir. Tout a commencé avec les discours du président français, le général de Gaulle, qui avait tenu un discours à Brazzaville. Brazzaville, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française, donc de toutes les colonies françaises de l'Afrique centrale.
Lorsque les Congolais ont suivi les discours tenus par le général de Gaulle à Brazzaville, eh bien, ils se sont rendus compte que l'indépendance ne peut pas être quelque chose qu'on va donner comme un cadeau. Parce que le général de Gaulle disait aux colonies françaises que l'indépendance, quiconque la voudra pourra l'obtenir. Si vous voulez l'indépendance, on va vous la donner. Alors les Congolais ont eu l'idée que, mais alors que chez nous, les Belges disent qu'ils vont nous donner un cadeau. Les Français disent que celui qui veut l'indépendance peut l'obtenir, il suffit de demander. Alors, après ce discours de Brazzaville, c'est alors que Lumumba a été invité à la conférence panafricaine d'Accra, au Ghana. Et en revenant de là, il va associer tout ce qu'il a eu comme idée au niveau de la conférence panafricaine avec le discours du général de Gaulle. Alors, il se rend compte que non, ce n'est pas un cadeau qu'on va nous donner, mais c'est notre droit que nous devons réclamer, nous devons demander ça, nous devons revendiquer ça, c'est notre droit. Voilà pourquoi, dans ce discours, Lumumba va ouvrir la porte de la, disons, il va fermer la porte de la peur. Les gens n'auront plus peur. Il va ouvrir maintenant la porte de la revendication de l'indépendance. Et alors, le discours de Lumumba s'est terminé. C'était un dimanche, le 28 décembre 1958. Là, au courant de la semaine, les militants de la BACO, Alliance de Bakongo, qui était chapeauté par Kasavubu, Joseph Kasavubu, voyant les succès des MLC de Lumumba, les militants de la BACO vont aussi réclamer, demander à leur leader, Kasavubu, de tenir aussi un meeting pour la BACO. En fait, la BACO et les MLC, c'était comme aujourd'hui les PPRD, l'IDPS, donc des partis concurrents. Et eux aussi voulaient avoir un succès comme celui des MLC. C'est alors que Kasavubu, avec la BACO, ils vont programmer leur meeting. Donc, c'était juste une semaine après. Donc, le meeting du MLC, c'était le 28. Celui de la BACO était programmé pour les 4. Donc, c'est le dimanche qui viendrait après les 28. Tout était déjà planifié. Il fallait demander l'autorisation aux autorités coloniales. Kasavubu a demandé l'autorisation. Tout a été accordé. Et on attendait le dimanche pour le meeting. Les militants de la BACO étaient déjà très contents parce qu'il fallait faire le contrepoids des MLC. Vous savez que les partis politiques vivent toujours en concurrence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le samedi, le 3 janvier, la veille du 4 janvier, les autorités belges vont se rendre compte qu'ils avaient commis une erreur. Le même jour, le même dimanche, il était prévu un match de football au stade qu'on appelle aujourd'hui Tata Raphaël, c'était le nom à l'époque. À un moment donné, sous la Deuxième République, on l'a appelé stade du 20 mai. Il était prévu un match de football qui devait opposer l'actuelle équipe de Vita Club. Et une équipe toujours congolaise, mais qui était soutenue par les Belges, par les Blancs. On l'appelait Mikado. Il y avait un match qui devait se jouer entre Mikado et Vita Club au stade du 20 mai, au stade de Tata Raphaël aujourd'hui. Et alors, les autorités belges se sont rendues compte qu'ils n'auront pas la possibilité de gérer ces deux activités. Parce qu'ils se sont dit, mais avec ce que le MLC a fait avec Lumumba, si la BACO faisait la même chose, surtout que la BACO était plus radicaliste que le MLC de Lumumba. Alors, ils se sont dit que ça pourra provoquer un débordement, le match et le meeting. Alors vous voyez le stade de Tata Raphaël, qui se trouve au niveau de la commune de Kalamu, et là où le meeting devait se tenir, c'est au rond-point qu'on appelle aujourd'hui rond-point Victoire. Alors, ce n'est pas très loin. À l'époque, on l'appelait la place Incan. C'est juste à côté de l'actuel stade des Martyrs. Et alors, ils se sont dit, on ne saura pas gérer, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas reporter le match, parce qu'ils aimaient ce match-là, c'était leur équipe qui devait jouer. Ils ont dit, on va reporter le meeting. C'est alors que le samedi,
les autorités belges vont faire un message, hein, à Kasavubu que le meeting prévu pour demain dimanche est annulé et reporté pour une date ultérieure. Or, à l'époque, il n'y avait pas de radio comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp comme aujourd'hui. Il n'y avait qu'une seule radio, la radio qui était utilisée par les Belges, où on ne pouvait pas faire passer un message des nègres. Alors, comment est-ce que Kasavubu allait informer les militants de la BACO que le meeting est reporté? Ce n'était pas possible. Voilà pourquoi Kasavubu se retrouve dans l'impossibilité de communiquer, alors il s'est tu. Il a reçu le message, il s'est tu, n'a pas communiqué. Et le dimanche, les militants de la BACO se sont rassemblés à la place Inca où devait se tenir le meeting. À l'époque, les gens n'avaient pas la culture des retards comme aujourd'hui. Donc déjà à 11h, les militants de la BACO étaient là, en train de chanter, très contents, en attendant l'arrivée de leur leader Kasavubu. Et les minutes passaient, les heures passaient, Kasavubu n'arrivait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens n'avaient pas la culture. Aujourd'hui, on peut annoncer l'arrivée d'un président, il va arriver à 11h, vous allez l'attendre, il va arriver même à 16h. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Et ceux qui étaient au meeting, peut-être parmi eux, il y en avait qui attendaient que le meeting se termine pour qu'ils aillent aussi suivre les matchs. Et on a atteint l'heure de l'après-midi, le meeting n'avait pas commencé. Et comme le meeting n'avait pas commencé, les gens commençaient à s'énerver. Et on a commencé, la masse qui n'a pas d'âme a commencé à crier et à faire du bruit. Mais qu'est-ce qui se passe? Aller chercher Kasavubu, pourquoi il n'arrive pas? On a envoyé une délégation pour aller le chercher. C'est alors qu'il va dire non, lisez cette lettre, je ne peux pas arriver, le meeting n'aura pas lieu. Les Blancs, hein, entre guillemets, les Blancs ont annulé le meeting et ils ont demandé qu'on attende un autre jour. Donc le meeting est reporté. Reporté, pourquoi? Motif, on ne peut pas gérer deux activités à la fois. Bon, non, alors pour les militants de la BACO, c'était une sorte d'injure. C'était une sorte de moquerie. Les Belges ont donné de la valeur au MLC et ont minimisé la BACO. Donc déjà, sur le plan idéologique, les militants étaient déjà en colère. Maintenant, sur le plan pratique, comment gérer cette foule? Qui va leur dire de rentrer? Entre guillemets, Kasavubu s'est quand même présenté. Quand on est allé le chercher, il est arrivé et il est venu juste pour dire il n'y a pas meeting parce que les Blancs ont refusé. C'est dans ces climats de tension que la colère a commencé. Alors, les quelques militants de la BACO, déçus par cette décision des Belges, ont commencé à chanter, à injurier les Blancs. Et à l'époque, les Noirs colonisés n'avaient pas de véhicules. Tout véhicule qui circulait appartenait aux Blancs. En sortant de là, ils ont vu les véhicules, quelques voitures de Blancs qui passaient et ils ont commencé à lancer des pierres sur les voitures des Blancs. Les Blancs vont faire appel à la police. Attention, il y a quelque chose qui se passe ici. Nous sommes agressés. Et on va envoyer la police pour aller disperser cette foule. Et la foule va se disperser en colère, en rencontrant tous ceux qui étaient blancs, tous ceux qui appartenaient aux blancs, il fallait les attaquer, les casser. Et au même moment, il y a eu cette mauvaise coïncidence justement qui va entraîner des morts. La mauvaise coïncidence, c'est lorsque ceux qui vont quitter le stade, parce que le match s'est joué et le match s'est terminé malheureusement à l'avantage de l'équipe Mikado des Blancs. Pour les Noirs qui venaient de là, l'arbitre qui était un Blanc avait mal dirigé le match et c'est pour cela que Mikado avait battu Vita Club, parce que Vita Club avait le soutien des Noirs. Mikado avait le soutien des Blancs. Alors c'était encore une deuxième injustice. La première injustice, on refuse notre meeting. La deuxième injustice, maintenant,
on dirige mal le match et les Blancs, l'équipe des Blancs nous bat. Vous savez ce que représentent les fanatiques de football. Quand ils quittent le stade, même ici chez nous à Butembo, vous voyez Nyuki Sokozaki, le match peut bien se terminer sur le terrain, mais les fanatiques à l'extérieur vont aller se battre. Et c'est la même chose. Ceux qui ont quitté le stade, en rentrant chez eux, racontent une foule déjà à des bandades en train de fuir. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous fuyez, il y a quoi? Non, les Blancs sont en train de nous battre. Pourquoi les Blancs vous battent? Ils ont refusé le meeting. Et ils sont en train de nous fouetter et de tirer sur nous. Ah, mais alors les fanatiques se sont joints maintenant aux militants. Donc il y a eu maintenant une foule incontrôlable. Les fanatiques de football, de Vinclem, mécontents, et les militants de la BACO, mécontents, se sont rués maintenant contre les Blancs. Alors, tout ce qui était voiture, quoi, il fallait casser, brûler, et on a tué les Blancs. C'est ainsi qu'on a fait maintenant appel à l'armée. Ce n'était plus la police. On a appelé les militaires et tout ce qui était noir, il fallait tirer sur les noirs. Et c'est comme ça que ce jour-là, il y a eu des massacres. On a tué les noirs, nombreux. Et aussi, dans d'autres villes, quand ils ont appris ça, il y a eu des manifestations dans d'autres villes du pays. Et là aussi, la police et l'armée est intervenue. Une police et une armée constituée des Congolais, mais commandée par les Belges. Et lorsque les Belges donnaient l'ordre de tirer, eh bien, il fallait tirer. Et c'est comme ça qu'il y a eu des morts et des morts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est grâce à cela que finalement la RDC avait obtenu l'indépendance? Grâce ces différentes manifestations, donc est-ce que c'était ça l'origine du soulèvement des Congolais pour obtenir l'indépendance par rapport? Oui, ça fait partie des événements qui ont précipité l'indépendance. Pourquoi? Parce que toute l'année 1959 sera marquée par des revendications et des manifestations. Et je dis que ça fait partie des événements qui ont accéléré. Pourquoi? Parce que à partir de cet événement du 4 janvier 1959, les Congolais n'auront plus peur des Blancs. Avant, on avait peur des Blancs. Même donner un coup de gifle aux Blancs, ça faisait peur. Mais à partir du moment où il y a eu affrontement entre les Noirs et les Blancs, les Congolais n'avaient plus peur des Blancs. Et le fait d'avoir tué les Congolais, pour les Congolais, c'était un affront. Donc, il fallait que les tueurs partent. On ne pouvait plus supporter rester avec les tueurs. Et c'est comme ça que les Congolais vont commencer à réclamer haut et fort l'indépendance et le départ des Belges. Et c'est comme et les choses vont se précipiter jusqu'en janvier 1960. Les Belges, acculés par les manifestations et les revendications des Congolais, les Belges seront obligés de céder et d'appeler les politiciens congolais à la table ronde politique de Bruxelles en janvier 1960. Donc, l'événement du 4 janvier est vraiment parmi les événements qui ont ouvert la porte à la revendication forte. Il y avait déjà revendication, mais cette fois-ci, elle était devenue très forte. Alors aujourd'hui, monsieur le CP, oui. Aujourd'hui, est-ce que les manifestations qui se passent dans nos villes actuellement, nous sommes comme, bon, on pouvait même dire dans ce même contexte où il y a des choses qui ne marchent pas convenablement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les manifestations qui sont en train de se faire par-ci par-là peuvent aussi apporter un jour la paix, par exemple, à l'exemple de ce qui s'était passé à 1959? Je ne pense pas. Je risque de vous décevoir parce que je suis un peu pessimiste. Oui, parce que les manifestations, oui. Mais les manifestations envers qui? Vous voyez que nous sommes dans un pays où on manifeste, mais on ne sait pas cibler la manifestation. Vous avez vu par exemple hier ce qui s'est passé. Hier, c'était le 3, lundi. Un groupe de jeunes gens ou une partie de la population
de la ville de Butembo a demandé qu'il y ait une journée ville morte, qu'il n'y ait pas travail. Et à la base, on dit, nous réclamons le départ de la MONUSCO. Bon, est-ce que si les gens ne travaillent pas un lundi à Butembo, le lendemain, le mardi, on va se réveiller, la MONUSCO sera partie? Non, justement, parce que on ne s'est pas ciblé. Et en plus, le contexte n'est plus le même. Les autorités que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes autorités de l'époque. Les Blancs sont très sensibles. Lorsqu'il y a un soulèvement de la population, les autorités, chez eux, on n'aime pas les ridicules. Les Blancs n'aiment pas trop les ridicules. On est directement sensible à un soulèvement. Mais chez nous, bon, vous pouvez faire des marches, des villes mortes. Au contraire, quand vous faites des marches pour revendiquer vos droits, on vient violer encore de vos droits, on vient tirer sur vous. Et vous réclamez le départ de la MONUSCO. Mais il faut d'abord voir, la MONUSCO est arrivée ici comment et qui gère la MONUSCO, qui entretient la MONUSCO ici. La MONUSCO est arrivée au Congo après un accord signé avec les gouvernements. Celui qui peut faire partir cette MONUSCO, c'est le gouvernement. Alors, lorsqu'on fait des manifestations, des marches ou quoi, contre la MONUSCO, est-ce qu'il faut faire ça contre la MONUSCO? Il faut marcher contre les autorités du pays et demander aux autorités du pays de résigner les contrats avec la MONUSCO pour que la MONUSCO parte. Mais dire que vous allez marcher dans la rue, je pense que ça n'aura aucun impact sur la MONUSCO. À un moment donné, nous avons fait presque 15 jours ici. On a même barricadé les routes pour que les gens de la MONUSCO ne circulent pas. Mais ils venaient en hélicoptère. Ils amenaient de l'eau, de la nourriture de l'Ouganda en hélicoptère. Donc, nos routes barricadées, ça bloquait encore les Congolais. Ce sont les Congolais qui ne circulaient plus, mais les gens, les casques bleus, ils étaient là. Donc, la manière dont nous faisons les manifestations aujourd'hui et la manière de s'adresser aux autorités nous pousse à être dans des routines. Donc, ce sont des activités qui sont devenues tellement routinières que ça ne produit plus de résultats. On organise des marches, mais on ne sait pas contre. Vous voyez des enseignants qui marchent contre qui? Contre. Oui. Donc, on manifeste contre qui? Les étudiants qui réclament les frais académiques, ils vont aller dans la rue, ils vont casser les voitures déjà, ils vont casser les vitres déjà. Mais est-ce que les commerçants qui ont leurs magasins en ville vont arranger le problème des frais académiques? Non. Donc, nous, les Congolais, nous avons cette maladie-là. Nous ne savons pas cibler la personne ou l'autorité chez qui on doit revendiquer nos droits. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté pour nous à l'Est avec ces tueries que nous avons ici. Est-ce que nous pouvons dire qu'en organisant des marches, ça va changer? Mais nous marchons contre qui? Lorsque vous apprenez déjà que même dans notre armée, il y a des infiltrés qui ne favorisent pas les activités de l'armée. Bon, vous marchez contre cette armée dans laquelle il y a déjà des complices, des infiltrés. Ça devient compliqué. Donc nous avons ces problèmes-là. Nos autorités s'occupent plus de leur poste politique que de la vie de la population. La vie de la population, on dirait que ça ne les intéresse pas beaucoup. Vous pouvez souffrir, eh bien, pourvu que vous ne puissiez pas déranger leur poste politique. Quand vous dites aujourd'hui, vous organisez une marche pour que Tshisekedi ne soit plus président de la République, alors vous allez voir que Kinshasa va vite réagir. Vous allez voir des messages qui vont venir de Kinshasa. Mais vous dites que nous revendiquons les tueries ici. Bon, on dit, bon, ça va empêcher à ces gens de faire trop de désordre dans la ville. C'est ça le problème. Nous avons, le pays a changé, les autorités ont changé, les réalités, oui, le contexte n'est plus le même. C'est très compliqué. Monsieur le CP, oui. Nous sommes fiers de d'approfondir certains événements, certaines connaissances. Nous sommes là, le département d'histoire de l'ISP Mwanguela, avec, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. La prochaine fois, si vous arrivez, nous pouvons même être à 3 ou à 4 pour intervenir. En tout cas, chaque fois qu'il y a un événement historique, bientôt c'est encore les 16, les 17,
hein, on parle de martyrs. En fait, je voulais ajouter une chose qui m'arrive à tête. Le mois de janvier en RDC devait être consacré aux martyrs. Je ne vois pas pourquoi nous pouvons chômer 3 jours dans un mois. Donc les 4, c'est férié, anniversaire de martyrs de l'indépendance, les 16, anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, et les 17. Vous voyez que ça fait 3 journées chômées dans un mois. Moi, je pense que le gouvernement congolais pouvait réunir, fusionner ces 3 jours pour en faire un seul jour, ou alors, comme on a toujours fait pour le 8 mars, on a proclamé le mois de mars, mois de la femme. On pouvait proclamer aussi au Congo le mois de janvier, mois de martyrs. Voilà que hier, avant-hier, le 2, c'était encore la mort de Mamadou Ndala. Donc vous voyez que nous avons des martyrs comme ça qui meurent au mois de janvier. Et si on pouvait consacrer le mois de janvier comme un mois de martyrs, et surtout, ce que nous souhaitons, nous comme historiens, qu'on essaye d'instaurer le cours d'histoire du Congo dans toutes les universités, les institutions supérieures, dans toutes les facultés, comme on a instauré le cours d'anglais, d'informatique. Aujourd'hui, il y a éducation à la citoyenneté, lutte contre les VIH-Sida, et ainsi de suite. Mais si on pouvait faire des cours d'histoire du Congo, un cours transversal dans toutes les filières d'études, ça serait une bonne chose pour que le Congolais, les jeunes Congolais qui vont diriger le Congo demain, apprennent beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Et certains, par exemple au niveau secondaire, le cours est un peu superficiel. On n'aborde pas en profondeur certains événements. Et c'est comme ça que les jeunes Congolais ne connaissant pas profondément le Congo, bon, il y a certaines choses qui passent, comme par exemple aujourd'hui, le 4 janvier, je viens de traverser la ville, les gens sont en train de travailler normalement, ils ne savent même pas qu'aujourd'hui c'était une journée fériée où on se rappelle des morts. Dans nos familles, quand il y a les morts, on ne travaille pas, on respecte les morts. Et aujourd'hui, nous nous rappelons justement de ces morts, ceux qui sont morts, hein, pour réclamer notre liberté. Nous ne devons pas les oublier. Mais passer en ville, je viens de traverser la ville. En tout cas, les gens ne savent même pas qu'aujourd'hui c'est une journée fériée. Or, s'il y avait ces cours d'histoire de l'école primaire, en passant par l'école secondaire, jusqu'au supérieur dans toutes les filières d'études, eh bien les jeunes gens sauraient que le 4 janvier, c'est un jour très... Je pense même qu'on pourrait respecter le 4 janvier plus que même le 30 juin.